I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană. Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Jag som europeanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu europiete. Sunt cetățean al Europei. Ja gражданка Европы. Я громадянка Європи. Esu europiete. Moi, je suis un citoyen européen. Oui, bonjour toutes et tous. Moi, c'est Ulrike Guéraud et je suis très heureuse de vous présenter une autre émission de notre podcast European Citizens Radio. Cette fois-ci, normalement, vous savez, je suis assise à Berlin, dans un café où on fait toujours nos podcasts, qui s'appelle le Café Aroma, parce qu'on veut donner un autre arôme à l'Europe. Mais cette fois-ci, j'ai un interlocuteur qui est à Paris, et donc on fait ça à nouveau en remote. C'est-à-dire que Nicolas Laurent, qui est aujourd'hui avec moi, est assis à Paris, et moi, je suis assise à Berlin. Mais on a fait ça déjà souvent, c'est-à-dire on a déjà fait des enregistrements avec des Hongrois qui étaient assis à Budapest, ou moi je suis assise à Berlin, ou alors d'autres interlocuteurs sont assis en Italie et moi à Berlin. Et donc ça marche parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir l'Europe. Ce qu'on veut faire, c'est donner une arôme à l'Europe. Et donc, on est très heureuse qu'on a un micro, en fait, qui voyage. Bonjour, Nicolas Laurent. Je vais te présenter tout de suite. Bonjour Ulrike. Voilà, je suis heureuse d'avoir Nicolas. Pourquoi ? On s'est rencontrés en fait dans des débats qui sont très 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 actuels aujourd'hui, dans des débats sur le thème nation ou l'Europe. Ceux qui suivent un peu les affaires européennes savent que c'est un grand débat, la nation, le retournement à la nation. Il y a des populistes dans tous les pays européens. Le AfD allemand, sous peu, a demandé de décomposer l'Union européenne, en fait carrément proposer cela. Et donc je suis heureuse de faire cet entretien avec Nicolas, qui est un expert justement de la question Nation-L'Europe, parce qu'il a écrit un livre qui est vraiment, vraiment bien, que je vous conseille tous, Souveraineté, l'obsession des nations. Et dans ce livre-là, Nicolas Laurent essaye de trouver une piste pour une autre Europe, une Europe qui sera une société européenne sans pour autant devenir une nation ou un État. Il va nous expliquer ceci, mais d'abord je présente Nicolas, qui est chercheur associé à Sciences Po, que je connais depuis un certain moment, et on a trouvé cet intérêt commun qui est justement que dans la situation historique dans laquelle nous sommes, la pensée ouverte vers l'Europe est très important. Nicolas, tu veux rajouter à ton CV, là, à l'instant ? Bien, merci cher Ulrike pour cette invitation d'abord à ce podcast. Moi, je suis très heureux de participer et de faire voyager ton micro à travers tous les pays de l'Europe. Non, tout simplement, je suis essayiste, j'ai une formation en droit européen et en sciences politiques de l'Europe. J'ai fait ma thèse à Sciences Po avec Renaud Dehousse. Et puis, depuis quelques années, je suis chercheur associé à Sciences Po Paris, à la fois au CEVIPOF, qui est le centre de sciences politiques de Sciences Po, mais aussi à l'OFCE, qui est un centre de macroéconomie. Alors, je ne suis pas économiste, mais si je suis aussi affilié à l'OFCE, c'est parce que l'idée, c'est de travailler la question européenne de manière pluridisciplinaire. Et donc, j'anime à Sciences Po un séminaire théorie et économie politique de l'Europe pour vraiment essayer de forger, collectivement d'ailleurs, une pensée intégrée de la question européenne avec le droit, la science politique, l'économie, l'histoire et la géopolitique. Et ça aussi, nous partageons, parce que René Dehousse, je le connais de longue date, et l'approche plurithématique vers l'Europe, ça me semble immanente et très, très, très important dans la situation dans laquelle on se trouve. J'ai déjà cité, je pense que tous les écouteurs et ceux qui sont en France derrière ce micro, d'abord, je m'excuse un peu, moi je ne suis pas française, donc mon français est un peu rouillé, mais néanmoins, c'est le deuxième podcast qu'on fait en français. On va en faire 3, 4, 5, parce que justement, c'est ça l'anima
le débat qu'on veut animer, le European Citizens Radio, qu'à travers des nations, à travers des frontières, on trouve un regard, un prisme commun. Qu'est-ce que l'Europe doit devenir dans l'avenir, dans le XXIe siècle? Parce que je pense déjà qu'on peut faire le constat que l'Europe est en crise, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, bien sûr, l'Europe est en crise. Après, l'Europe a peut-être toujours été en crise. Et elle a dû à chaque fois trouver des solutions. D'ailleurs, le projet d'intégration européenne lui-même naît d'une crise existentielle du continent européen. Et aujourd'hui, on a bien le sentiment qu'on retrouve cette situation historique d'essoufflement d'un certain système, d'un certain modèle qui ne permet plus de répondre aux défis du présent. Et donc l'Europe doit à nouveau se réinventer. Et pour nous, c'est je crois un objectif qu'on partage, toi et moi, c'est comment vraiment l'Europe peut passer à l'Europe politique. Comment peut-on atteindre l'Europe politique et par quelle voie? Et c'est tout l'enjeu. Exactement, je reprends le terme l'Europe politique et je signale à nos écouteurs que j'ai déjà fait un podcast avec Marie-Hélène Caillot sur le thème de l'Europe démocratique et politique, et Marie-Hélène Caillot était l'épouse justement de Franck Biancheri, qui dans l'époque, dans la commission de Delors, était un des grands Européens qui a essayé déjà d'inventer l'Europe politique, de rallier les citoyens européens à une Europe politique, et qui d'ailleurs est l'inventeur du système Erasmus d'aujourd'hui. Donc je signale qu'en fait, Nicolas, la question de l'Europe politique, ça nous tourmente depuis une trentaine d'années, depuis le traité de Maastricht que Mitterrand, Delors et Helmut Kohl ont fait, mais aussi peut-être, on peut le signaler, depuis le moment où la Constitution européenne en 2003 a échoué, parce que nous sommes en 2023, donc 20 années après l'effort de faire une Constitution européenne. Comment tu juges cela ? Je crois que tout simplement, ce qu'on vit en ce moment, c'est l'épuisement, la montée des contradictions de ce qu'on peut appeler l'intégration par le néo-fonctionnalisme. En sciences politiques, on parle de néo-fonctionnalisme. On pourrait dire plus simplement le fonctionnalisme ou l'intégration fonctionnelle, c'est-à-dire on part de problèmes très concrets, on essaie d'intégrer des secteurs, ce qu'on appelle à basse intensité politique. D'abord les questions de douane, ensuite de marché commun, et peu à peu on avance, parce que à chaque fois qu'on intègre des secteurs au niveau supranational, ça crée à la fois des gains d'efficacité, parce qu'on met les choses en commun, mais ça crée aussi des dysfonctionnements à la périphérie du secteur intégré. Quand on intègre par exemple le marché commun, c'est très bien, mais on se rend compte que ça crée aussi des problèmes de concurrence, d'aboutissement du marché intérieur, et donc on a besoin de faire par exemple l'union monétaire. Mais si on fait de l'union monétaire, on se rend compte que ça crée aussi des grosses distorsions, des gros dysfonctionnements, et donc on a besoin d'une union budgétaire pour contrebalancer. Et puis si on fait une union budgétaire, il faut une union fiscale, etc. Donc c'est vraiment cette manière de faire, d'avancer, en intégrant peu à peu, lentement, mais sûrement, et tout en créant de l'efficacité collective, on crée aussi du dysfonctionnement collectif. Et donc on se dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on avance toujours un petit peu vers l'avant. Ça, je pense que cette manière de faire l'intégration européenne, elle touche sa limite. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a la question du politique. À un moment donné, les nations européennes se disent non, nous on n'a pas voté pour cela, on n'est pas d'accord. C'est presque une forme de chantage, de chantage un peu insidieux. On nous dit on n'a pas le choix. Il faut à chaque fois, peu à peu, élargir le périmètre de l'intégration. Et donc on en vient forcément, à partir de secteurs de basse intensité politique, on en vient progressivement, pas à pas, à toucher des secteurs de haute intensité politique. Et quand il s'agit de secteurs de haute intensité politique qui a trait à la démocratie, qui a trait à la souveraineté, là c'est un autre mode d'intégration dont on a besoin. Ça ne peut pas se passer par petits pas, par incrémentalisme et par idée qu'on n'a pas le choix.
Je suis tout à fait d'accord et je te remercie grandement pour ce récit qu'on a fait 70 ans en fait d'intégration néo-fonctionnaliste avec un espèce d'impératif et on arrive, je partage l'analyse au bout du souffle dans un système épuisé, le système de l'Union européenne qui est une technostructure. Il y a même des Français très connus comme Thomas Piketty qui sont loin d'être populistes mais qui déjà il y a 10 ans en pleine crise bancaire on dit qu'on a créé un monstre technocratique et donc, comme tu dis, il faut trouver maintenant une structure politique, démocratique, proche des citoyens, de la participation, sinon on a l'impression que le projet de l'Union européenne est à bout du souffle et d'ailleurs en train d'échouer. J'ai déjà mentionné que la AfD maintenant, parce qu'il y a les élections européennes en mai prochain, donc dans un an à peu près, est en amont contre l'Union européenne, mais il y a la Pologne, il y a l'Hongrie, il y a l'Italie, il y a bien des pays où en fait la résistance, je veux dire, enfin la rébellion contre la technostructure de l'Union européenne monte. Décris-nous un peu comment ça se passe en France, parce que moi j'observe, vu de l'Allemagne, j'observe Marine Le Pen dans le discours, j'observe aussi Mélenchon. Je constate que même les socialistes sont pas très contentes avec un discours européen et les gaullistes non plus. Donc, que vois-tu comme perspective justement d'ouvrir un débat sur la politique et la démocratie en Europe? Alors, ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on observe en France, mais aussi en Italie, et on verra avec l'AfD en Allemagne, c'est que les partis les plus eurosceptiques, les plus contraires à la question européenne, on pourrait qualifier rapidement de partis populistes ou néo-populistes, ont fini par se rallier à l'idée européenne. C'est-à-dire que quelqu'un comme Marine Le Pen en France, sous l'influence de Florian Philippot à l'époque, était pour une sortie de l'Union européenne, de la France de l'Union européenne. Et bien aujourd'hui, c'est plus le cas. Les droites populistes, et quelque part c'est pareil pour les gauches radicales, comme en France celle de Jean-Luc Mélenchon, sont passées d'un discours d'opposition à l'Union européenne en tant que telle, à un discours de on n'est pas contre l'Europe, mais on est contre l'Europe telle qu'elle se fait, et donc nous on est pour une Europe des nations, une Europe forteresse, anti-immigrés, côté Marine Le Pen, ou on est pour une Europe très sociale, très sociale et écologique côté gauche radicale. Mais l'idée vraiment de quitter l'Union européenne, du moins aujourd'hui, n'est plus mise en avant. Pourquoi ? Parce qu'on a observé que, finalement, malgré toutes les difficultés et tous les problèmes causés par les dysfonctionnements de l'intégration européenne, et a fortiori au sein de la zone euro, eh bien au fond, les peuples restaient attachés à l'idée européenne, et on l'a vu en Grèce, au plus fort de la crise des dettes souveraines, en Grèce, en 2015, eh bien, les Grecs sont restés attachés à leur appartenance à l'Union européenne et à la zone euro. Parce qu'ils sentent bien que c'est quand même... l'Europe est quand même notre bien commun, à tous, à nous les Européens. Cela dit, la difficulté, et on le voit d'ailleurs en Italie, c'est que ce discours, au fond, d'européanisation des discours populistes permet aussi aux populistes d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire en mettant un petit peu de l'eau dans leur vin et en se disant finalement pas totalement opposés à l'Europe, ils peuvent accéder au pouvoir comme c'est le cas en Italie. Ce que je voulais vous dire aussi, avant de poursuivre, c'est qu'au-delà de cette question d'essoufflement, de l'intégration fonctionnaliste, il y a quelque chose de beaucoup plus problématique encore qui se joue en Europe. C'est, moi, ce que j'ai appelé dans mes analyses, dans mes essais, dans mes articles, c'est un processus d'affaiblissement, de réduction, de diminution de la puissance publique. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecture juridico-politique de l'Union européenne produit de manière systémique, pas de manière idéologique, mais de manière systémique, produit une forme d'atrophie, de réduction, d'affaiblissement de la substance même de la matière politique et de la matière démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, le citoyen, qu'il soit national ou européen, a de moins en moins de pouvoir politique dans son bulletin de vote. Pourquoi ? Tout simplement parce que le pouvoir budgétaire des démocraties
du fait de ce qu'on appelle en Europe la constitution économique ou la constitution budgétaire européenne, réduit ce pouvoir budgétaire des démocraties. Et le pouvoir budgétaire, c'est le cœur de la puissance publique. Donc en fait, on a juste moins de puissance publique en Europe au service des citoyens. Et donc c'est la démocratie même, c'est la chair même de la démocratie qui se retrouve amoindrie. Et c'est ça qui nourrit en grande partie, à mon sens, et de manière spécifique au continent européen, c'est ça qui nourrit la polarisation et la montée en force des populistes, dont l'AfD en Allemagne. Donc il y a une érosion du principe même démocratique que tu relis et je trouve que c'est une idée très importante justement au budget ou à la non-capacité budgétaire, à l'impact réduit des citoyens sur les décisions qui portent sur le budget ou sur le service public en général, qui est d'ailleurs effectivement le backbone, enfin la structure d'os d'un système politique. Et donc en fait ça touche la question, je me trompe, de la souveraineté. Nicolas, explique-nous un peu, parce que si je te comprends bien, dans tes essais et dans tes livres, tu dis que c'est exactement là où l'Europe doit répondre si on veut une Europe démocratique et politique, et si on ne veut pas laisser faire cette érosion démocratique parce qu'on a de moins en moins une griffe sur justement les questions du service public ou du public tout court, il faudrait refondre la question de souveraineté dans un prisme européen. Alors, c'est pas exactement ce que je dis, justement. Moi, ce que je dis, c'est que le problème, la crise européenne n'est pas une crise de souveraineté, c'est une crise de démocratie. Et que c'est pas la même chose. La souveraineté, c'est, si vous voulez, la question du vouloir en dernière instance, en dernier ressort de la communauté politique fondamentale. C'est-à-dire la capacité à décider de son destin, sachant que décider de son destin, ça ne veut pas dire être tout puissant. Mais ça veut dire décider de son destin en fonction de ses forces, en fonction de sa situation, de ses préférences, de ses intérêts, et au risque d'ailleurs de se tromper. Quand le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne, c'est un choix souverain, et puis ensuite ils en tirent les conséquences, ils en paient les conséquences. Ils regrettent d'ailleurs, hein. Tu vois très bien qu'ils regrettent, ça commence le discours en Angleterre, voilà, ils regrettent. Hein. C'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est la décision ultime de la communauté politique fondamentale qui doit faire face à deux choses intemporelles qui sont la guerre externe et la guerre interne. À un moment donné, c'est la décision par rapport à ces deux grandes questions. La menace de la guerre externe qui est toujours là, qui est toujours latente, et puis comment, par des grands compromis, par des grandes décisions, tenter d'assurer la paix sociale interne, hein, au moyen de la justice sociale, de la justice. Voilà. Donc ça, c'est la souveraineté. Mais c'est pas la démocratie. La démocratie, on a tendance trop souvent à la réduire à une question institutionnelle, de mécanismes électoraux, de transparence du débat public. Bien sûr que ce sont des dimensions essentielles. Mais la démocratie, c'est avant tout un kratos, c'est-à-dire une capacité collective à produire des biens publics en commun. C'est ça la démocratie. Et de manière démocratique, c'est-à-dire en accord avec les préférences de la majorité des citoyens. Et donc du coup, la démocratie, le cœur de la démocratie, c'est tout simplement, et depuis toujours, c'est la fiscalité. C'est-à-dire la capacité à lever des impôts et donc de mettre sur cette capacité fiscale toute une architecture institutionnelle, donc parlementaire, qui permet de lever une partie des richesses, d'en faire une richesse publique au moyen de la fiscalité, et à partir de là, de produire des biens publics pour la communauté politique, avec la question de quel type de biens publics et qui en sont les bénéficiaires. Je te relance sur, tu connais par hasard Stéphane Collignon, qui justement est un politologue français-allemand, mais qui enseigne à la LSI, donc à Londres, et qui a fait beaucoup de travaux justement sur la nécessité de services publics, enfin de création des produits services publics à l'échelle européenne. Et je me demande si c'est exactement ce que tu proposes dans tes écrits, justement pour une société européenne qui sera capable de produire un bien public. C'est exactement ce que je propose, mais avant la production du bien public européen, il faut d'abord une matière budgétaire.
européenne, authentiquement européenne. Et pour avoir cette matière budgétaire authentiquement européenne, il faut un pouvoir fiscal. Et à mon sens, le cœur de la crise européenne, c'est que du fait de cette concurrence, ce qu'on appelle la concurrence réglementaire entre États membres, du fait du marché intérieur, des libertés de circulation, eh bien, on a ce qu'on appelle une concurrence fiscale. Aujourd'hui, et je renvoie aux travaux de l'économiste français Jacques Lecacheux, aujourd'hui, en Europe, nous sommes la région du monde où la fiscalité des facteurs mobiles, de ce qu'on appelle les facteurs mobiles, ou des assiettes fiscales mobiles, c'est-à-dire en gros l'impôt sur les très hauts revenus, et tout ce qui est fiscalité du capital et des entreprises, nous sommes la zone au monde où cette imposition est la plus faible. Donc c'est pas qu'un effet. C'est vrai ça. Et même aux États-Unis, la fiscalité sur les grandes fortunes est moins haute que chez nous. Sur les hauts revenus, sur le capital, il y a une spécificité du continent européen qui n'est pas liée uniquement à la globalisation. C'est qu'on a perdu en fait en capacité de fiscalisation des profits privés. Et d'autre part, ça modifie la répartition de la charge fiscale, plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que en Europe, du fait de cette concurrence fiscale intra-européenne, spécifique à l'Europe, il y a eu un changement, un glissement de la charge fiscale des facteurs mobiles vers les facteurs immobiles. Les facteurs immobiles, en gros, ce sont les revenus des classes moyennes, la consommation. Et donc forcément, ça crée de la polarisation. Et tout ceci intervient précisément sur le continent où le pacte social des démocraties nationales européennes repose plus qu'ailleurs sur un haut niveau d'État social. D'accord. Donc, c'est là où l'État social fort est constitutif du pacte social qu'il y a justement une perte de puissance publique et de capacité à produire du social. D'accord. Forcément, ça crée des tensions politiques. Et ça crée des tensions, justement, côté dit populaire, que ce soit le FPE en Autriche, ou alors justement Orban, ou alors le PiS, ou Marine Le Pen, le AfD et tout, parce que justement, le reproche, c'est l'Europe, ça creuse les petits gens, l'Europe, c'est pas social, l'Europe, c'est en fait livrer les citoyens européens à la globalisation, c'est une phrase qu'on entend très, très, très souvent en Allemagne. Donc, qu'est-ce que tu diras? Enfin, imagine-toi que tu seras avec moi à Berlin, là, et puis on se promènerait pour exposer tes idées, comment résoudre ce problème de la fiscalité qui, comme tu dis, est en déraillement sur les facteurs mobiles et immobiles. Et donc, ça donne un dégât aux classes moyennes ou les souches inférieures. Comment tu résous? Parce que dans ton livre, j'ai peut-être pas vu, mais quand je le lis, je me souviens pas que tu réclames donc une fiscalité européenne, c'est-à-dire un ministre de Finances européenne. Où est-ce que tu résous le problème? Si, mais justement, pour moi, le vrai combat, la vraie révolution européenne pour fonder une Europe politique, c'est pas la souveraineté européenne. Moi, j'y crois pas, la souveraineté européenne. En revanche, c'est la démocratie européenne. Et fonder une vraie démocratie européenne, c'est non pas modifier les règles électorales. On peut toujours affiner. On peut toujours dire on pourra faire des listes transnationales, etc. Ça sera toujours bien. Mais c'est pas ça le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est inventer une fiscalité authentiquement européenne. C'est ça le vrai enjeu. Et une fiscalité authentiquement européenne qui vienne fiscaliser les immenses profits générés par le marché intérieur. Fiscaliser les profits des entreprises, notamment, qui gagnent de l'argent grâce au marché intérieur. Et d'ailleurs, une partie de ces entreprises sont des entreprises non européennes. Donc c'est ça l'enjeu, c'est comment les citoyens européens reprennent le pouvoir, si vous voulez, sur le marché intérieur. D'accord, je comprends. Et comment, d'ailleurs, je partage parce que c'était ça l'ambition. Enfin, on en parle depuis longtemps. Nous n'oublions pas que c'était déjà, comment dire, ce que Mitterrand, d'ailleurs, le gouvernement économique, c'est toujours François Mitterrand qui a mis ça dans le discours déjà dans les années 90. N'oublions pas que Delors était très derrière, le grand commissaire français de l'Union européenne était très derrière protéger justement aussi le social, la charte sociale de l'Europe et tout cela. Souvenons-nous
qu'il y avait beaucoup de tentatives de faire ça pendant la crise bancaire, quand on se souvient qu'il y avait le rapport justement du Conseil européen sous Macron, à l'époque il était ministre des Finances, qui s'appelait GMEU, Genuine Economic and Monetary Union, et donc on avait en 2012 qu'on en a vu justement qu'on ne pouvait pas mettre du politique, du démocratique pour résoudre la crise bancaire. Il y avait cette proposition de créer une fiscalité, voire un budget européen, mais finalement ça n'a pas vraiment abouti. Comment tu juges justement le grand paquet qu'on a fait en 2020 pour couper, pour protéger contre la crise de la pandémie, et où on a fait le Next Generation Europe Programme avec 750 milliards d'euros. Pour toi, est-ce que ça, c'est une création d'une fiscalité européenne? Alors, non, justement, pas encore. C'est un vrai pas en avant. C'est un vrai tabou qui a été levé, qui a sauté, notamment en Allemagne, du fait de la crise de la pandémie du Covid, et aussi du fait que la Cour constitutionnelle allemande a dit que la Banque centrale européenne ne pouvait pas tout faire pour résoudre des problèmes économiques. Et donc, Angela Merkel a fait un peu un volte-face et s'est mis d'accord avec la France de Macron pour dire voilà, on va aller vers l'endettement commun. En soi, c'est très intéressant et c'est très très bien le plan de relance européen, Next Generation EU, avec deux réserves de taille. C'est qu'on ne sait pas déjà si c'est un one-shot, si c'est juste un seul coup, ou si on va pérenniser. Et puis deuxièmement, et c'est le plus problématique, mais c'est aussi le pari, c'est une forme de pari, on ne sait pas du tout comment on va rembourser cet endettement commun. Est-ce qu'on va le rembourser par une fiscalité européenne, et là, il y aurait une forme de révolution, de saut politique, ou est-ce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, et du coup, ça va retomber sur les États membres. Et là, ça sera un peu une catastrophe quand même, parce que on va expliquer à des États membres qu'ils ont payé à l'Europe de l'argent pour recevoir de l'argent, mais qu'en fait, ils ont payé davantage d'argent à l'Europe pour recevoir un peu moins d'argent. Surtout des pays comme l'Italie qui ont énormément tiré de l'argent justement de ce pacte. Donc imaginez l'AfD Allemagne qui explique aux Allemands, en fait, vous, Allemands, vous avez donné beaucoup d'argent à l'Italie, qui en plus, et c'est le troisième bémol, c'est que le Next Generation EU, c'est une logique par les instruments, c'est une logique d'instrument. On a un problème, et donc on crée un instrument mutualisé, ce qui en soi est très intéressant. Mais ce n'est qu'une logique d'instrument. Donc un instrument, sa légitimité politique ne fonctionne que par les résultats. Et donc on va être très soucieux des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe? On distribue de l'argent à des États qui eux-mêmes doivent plus ou moins ensuite investir cet argent de manière efficace. Qu'est-ce qui se passe en Italie? L'Italie n'arrive pas à beaucoup d'argent, elle a reçu beaucoup d'argent, mais elle n'arrive pas à le dépenser. Et elle n'arrive pas à le dépenser de manière efficace. Donc ça, qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer beaucoup de frustration en Italie, mais aussi en Allemagne, par exemple, en disant, attendez, on donne de l'argent à l'Italie, en plus il est mal utilisé, il y a des soupçons de corruption, etc. J'allais t'y répondre là-dessus parce que si tu venais en Allemagne pour te mettre sur une place de marché ici, avec le débat qu'on a, je ne sais pas si en France on commente cela, mais la AfD est en train de monter à 30%. Oui. Et donc ça commence à être vraiment un peu limite. Et donc il y a un souci politique. Et donc justement, cet argument qu'il faut créer une fiscalité européenne pour s'en sortir, enfin pour suivre ton argument que les citoyens européens ont besoin d'une démocratie, elle passe par les services publics et donc il faut cette fiscalité européenne. C'est en fait une idée qui pousse en fait une idée européenne en amont, enfin vers l'avant. Mais je te dirais qu'ici, sur une place de marché, tu auras des hurlements parce que les Allemands sont toujours les premiers à dire nous on paye pour tout cela et voilà. Oui, mais bien sûr, mais pourquoi, Ulrike? Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, y compris le plan Next Generation EU, c'est une logique de coopération. En fait, on se dit, on se met ensemble, mais ensuite, à chacun, français, italien, allemand, grec, soit de se conformer aux règles communes, soit d'appliquer au niveau national, d'essayer de mettre en œuvre des plans de financement reçus par l'Europe. En gros, c'est une logique de la coordination. Et elle ne marche pas. On a constaté que la coordination ne marche pas. En partie. Mais c'est qu'on ne peut pas aller trop loin. La coordination, on ne peut pas, se surcoordonner.
À un moment donné, on ne peut pas être dans une logique, d'une part parce que c'est pas la coordination à 27 États membres avec des préférences, des cultures politiques, des intérêts fondamentaux différents, on touche une limite à la coordination. Et comment sortir de la logique de la coordination? Et puis le problème, justement aussi, c'est que fondamentalement, d'un point de vue de théorie politique, et même réel, la coordination, c'est contraire à la démocratie. Parce que la démocratie, c'est avoir le choix. Si on dit aux Grecs ou aux Allemands, aux Asiatiens, en fait, pour les questions de coordination européenne, en fait, vous n'avez le choix de rien, vous devez juste suivre ce qui a été décidé au niveau supranational et être des bons élèves, il n'y a plus de démocratie nationale. On ne fait qu'entériner, du coup, les plans de relance européens. Vous voyez ? Donc, le problème, c'est ça, c'est on reste prisonnier de cette coordination. Et pour moi, le plan de relance européen, c'est vraiment le stade ultime de ce paradigme de la coordination. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de chercher à faire entrer toutes les nations européennes dans un cadre commun réglementaire, une forme de gouvernance, de super-gouvernance des nations européennes, pilotée par la Commission européenne, mais c'est d'inventer une vraie démocratie européenne, où ce sont les citoyens européens en tant que tels qui décident directement ce qu'ils veulent faire. Je prends ta piste. Voilà, donc fais-nous des propositions, parce que ça m'intéresse vraiment, parce que je suis d'accord qu'on est dans une corsette de coordination. Il ne s'agira pas de dire, nous les Allemands, on veut bien être solidaires, mais dans ce cas-là, on veut que les Grecs soient responsables. Hein, c'est le chantage responsabilité contre solidarité. Et puis les Grecs diront, nous on veut bien être responsables, mais il faut que les Allemands soient solidaires. Et donc là, on s'en sort pas. Parce que là, on est des Allemands d'un côté et des Grecs de l'autre. Si on se dit, non, c'est nous, Européens, c'est plus une question d'être Allemand, Grec ou Français, c'est nous, Européens, qui sommes, entre guillemets, propriétaires du marché commun, qui permet à des acteurs privés de faire des bénéfices. Très bien. Nous, on va prendre une partie, nous, Européens, en tant qu'Européens, on va prendre une partie de cet argent privé pour en faire de l'argent public et décider, entre nous, Européens, quel bien public on veut produire à l'échelle continentale. C'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de se coordonner. D'accord. C'est ensemble. Exactement, et c'est pour ça que moi je suis très heureuse que c'est justement notre jingle, donc la petite musique que vous entendez tous quand vous rentrez dans ce podcast qui dit ça. Nous sommes tous européens, je suis un citoyen européen, I'm a European citizen, et donc justement comprendre par un biais de la citoyenneté européenne la nécessité de produire un bien commun européen. Donc c'est pour ça que je t'ai invité dans ce podcast. Oui. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de citoyenneté européenne. Elle n'est que de papier. Oui, et justement. Oui. Elle n'est pas nulle. Et moi, j'y suis très attaché. C'est une citoyenneté juridique. C'est une citoyenneté de libre circulation. Mais exactement, mais c'est pour ça que je t'ai invité dans ce podcast, parce que entre la citoyenneté européenne sur le papier et une citoyenneté réelle dont tu parles, que tu vois, c'est exactement ce qu'il faut bâtir. Une vraie citoyenneté qui est, la base d'une vraie démocratie, d'ailleurs qu'elle soit locale, régionale, nationale ou européenne, c'est toujours une capacité à décider ensemble quel bien public on veut faire. Donc c'est toujours une question de puissance publique. C'est une question de capacité. Et donc vous voyez d'ailleurs que c'est pas une question de décision au sens de souveraineté. C'est pas une question de souveraineté. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup pour dire, c'est le titre de mon livre, la souveraineté, l'obsession des nations. La souveraineté n'est ni le problème, ni la réponse à nos maux. C'est ni la cause, ni la réponse à nos problèmes. C'est un sujet très sérieux, mais c'est pas le problème aujourd'hui. La souveraineté, elle appartient aux États membres, très bien. Le vrai problème, c'est comment on construit une capacité collective européenne à produire les biens publics. Bon, alors très bien, mais maintenant j'ai deux questions. Un, est-ce que tu vois quelque part un débat français là-dessus et un offre français de débat, outre toi-même, aux autres Européens? Et deux, imagine-toi, t'es candidate pour les Européennes l'année prochaine et tu dois mettre ça dans une truc de pub là pour toi, pourquoi on voterait pour toi. Comment tu construis cette démocratie européenne en 3 points? Je te dis, c'est d'abord un acte, une forme de révolution. C'est d'abord mettre au cœur le citoyen européen. Avant de parler d'Europe sociale, de ci, de ça, d'harmonisation, il faut sortir de la logique de l'harmonisation. Parce que c'est toujours compliqué. Et puis on avance toujours trop peu et trop lentement.
Donc au lieu de parler d'Europe sociale ou d'Europe il faut dire d'abord qu'on existe en tant que... Donc il y a d'abord une forme de révolution de la citoyenneté européenne à faire, de la démocratie à faire. Et donc c'est un moment historique, c'est un saut historique à faire. Alors on peut toujours dire c'est pas possible, ça. Mais si, on a fait la monnaie unique. Personne ne croyait à la capacité des Européens à inventer une monnaie commune. Je me souviens, personne n'y croyait, mais donc c'est possible. Je prends la grande difficulté, à mon sens, Ulrike, c'est que tout ce que je dis, au fond, ça existe déjà, c'est dans le débat. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est un peu une logique gramscienne, si tu veux, c'est arriver à formuler cette question comme une question de démocratie. Exactement, et je signale aux écouteurs parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Nicolas, de basculer la question de la souveraineté européenne, parce qu'on entend Macron, la souveraineté européenne et tout, et là tu dis non, la souveraineté n'est pas le problème, ça peut rester au niveau national, mais ce qui nous intéresse, c'est comment organiser une démocratie européenne autour d'une question reconçue de la citoyenneté européenne qui sera pas que sur le papier, et donc des citoyens européens qui organiseront leur démocratie en Europe. Et je signale aux écouteurs que c'est lui, enfin le grand français, le grand philosophe Étienne Balibar, a déjà écrit en 2003, non, c'était en l'année 2000, donc 3 ans avant justement le projet de la Constitution, un livre qui s'appelle « Sommes-nous des citoyens européens ?» Et ce livre a été traduit en Allemagne 10 ans plus tard, en 2013, et c'est fascinant quand même, parce que là maintenant, on est encore 10 ans après, en 2023, où on parle à nouveau de cette citoyenneté européenne bien conçue, et je vous signale à tous que justement Étienne Balibar sera le prochain à être dans notre podcast, justement pour explorer cette question qui depuis 20 ans nous délaisse pas. Nicolas, on va rentrer encore plus proche là-dedans. La citoyenneté européenne, tu auras 3 points à faire pour un débat autour des élections européennes l'année prochaine. Tu mettras ça comment sur papier? Les propositions, ce qu'il faudrait réclamer. Mais je dirais d'abord, c'est ce que je t'ai dit, reprendre le pouvoir sur le marché intérieur par nous, citoyens européens, fiscalisons le marché intérieur. Vous savez, il y a le célèbre slogan du Boston Tea Party et qui est au fondement de la démocratie américaine, qui est No taxation without representation. C'est-à-dire, on veut bien être taxé, on veut bien avoir une fiscalité, mais il faut qu'il y ait du coup un parlement, un système démocratique de représentation. Ben, le paradoxe, c'est qu'en Europe, c'est l'inverse. C'est no representation without taxation. C'est-à-dire que, quelque part, on a une représentation, on a des démocraties nationales, et puis on a même un système institutionnel européen qui est très démocratique sur le papier. C'est-à-dire on a un Parlement européen, on a un système de protection des droits de l'homme, et c'est très précieux. Mais on n'a pas le moteur, on n'a pas la chair. Vous voyez ? Donc c'est comme si on avait une voiture très sophistiquée, toute option comprise, etc., mais dont le moteur ne permettait que de rouler à 1 km/h. Ben, ça ressemble à une voiture, mais c'est pas une voiture en fait. C'est un peu ça la démocratie européenne. Donc c'est d'abord créer une fiscalisation du marché intérieur, c'est-à-dire reprendre le pouvoir, nous citoyens, sur les immenses profits générés par en partie par des multinationales. Et en ça, je pense que ça peut séduire une partie de l'électorat, y compris de l'AfD, qui est de dire nous, Européens, il est juste normal qu'on reprenne un peu de l'argent à Google, Amazon et compagnie qui viennent faire leur marché en Europe. C'est normal. Et je pense que c'est plutôt populaire comme mesure. Et ensuite, l'idée, c'est de dire, et là, on peut rentrer ensuite dans des débats gauche, droite, écolo. Et moi, je suis d'une gauche social-démocrate, c'est de dire, avec cet argent, cet immense argent qu'on va récolter par la fiscalisation du marché intérieur, produisons des grandes réformes sociales et écologiques en Europe. Par exemple, par les Européens. Et là, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut mettre cet argent dans l'éducation, créer un grand système? Moi, par exemple, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée, par exemple, un système de bourse. Tous les Européens à 18 ans ont une année financée par l'Union européenne pour leur projet professionnel, leur projet universitaire, ou tout simplement voyager, se construire. On pourrait aussi coupler ça avec un pass pour prendre le train pendant une année offert à tous les Européens.
Donc on crée une jeunesse européenne. L'idée n'est pas nouvelle, parce que justement Erasmus, c'est un peu cette même idée. Hein, oui. Pour reprendre les trains, je suis d'accord, hein, parce que les Chinois ont investi 10 000 kilomètres de réseau de train l'année dernière. Si nous, on ferait enfin les trains high-speed train de Copenhague à Madrid ou alors de Paris à Budapest, je pense que l'Europe sera déjà écologiquement climat neutre, comme on dit aujourd'hui, mais ce sera aussi un grand investissement dans un service public, donc les trains, et en plus on pourrait faire produire par Siemens Alstom, donc les coopérations des grandes industries, et ça servira justement le bien public et donc les citoyens européens, tu es d'accord? Mais justement, tu as pris le très bon exemple d'Erasmus. Moi j'ai fait Erasmus, mais combien de jeunes en Europe font Erasmus? C'est moins de 1% d'une classe d'âge en Europe, Erasmus. Donc si tu veux, c'est anecdotique au niveau de la société européenne. C'est pas la même chose de faire une mesure pour 1% des jeunes que de faire une mesure pour 80 à 90% des jeunes. Là, on devient structurant. Là, on crée une société européenne, on crée une affectio societatis européen. Donc, on n'a pas les moyens aujourd'hui, et donc il faut qu'on se dote les moyens pour inventer, mettre en place, produire des biens publics ou des réformes, des projets structurants au niveau à l'échelle continentale. Tu vois ce débat émerger en France parce que vous vous approchez aussi des élections européennes. Je pense que le débat politique est fragilisé en France aussi avec Marine Le Pen, non, n'est-ce pas, le rassemblement. Donc, qu'est-ce que tu détectes comme... L'Europe, on en parle encore parce qu'il y a aussi probablement un décalage générationnel, c'est-à-dire que les jeunes, quand tu enseignes à Sciences Po, dis-moi un peu qui capte tes idées. Parce que je voudrais rentrer en contact avec tous ces gens qui partagent des idées et animer justement ce débat franco-allemand, je le trouve très, très, très intéressant. Mais je te dis que ce débat sera difficile à faire en Allemagne à cause justement de cette préjugé. Nous, on paye pour tous. Donc, la fiscalité européenne, c'est que tout le monde nous pique notre argent. Je suis en théorie, en pratique, beaucoup chez toi, que c'est ça qu'il faut bâtir et construire. Donc, l'Europe autour d'une citoyenneté européenne bien conçue, des citoyens européens qui forment leur démocratie et qui, en fait, arrivent à faire des projets pour leur bien public, que ce soit Erasmus, les jeunes, les trains, et autour, on construit justement une service public européen. C'est à peu près ça ce que tu dis. Oui, c'est ça. Ben, le débat en France, et je pense que c'est pareil un peu partout en Europe, mais en France, il est très confus. On parle beaucoup d'Europe, mais on est beaucoup sur soit la souveraineté européenne, de dire il faut l'autonomie stratégique, l'Europe qui protège, etc. L'Europe qui protège, c'était Delors déjà, l'Europe qui protège. Où on est sur des questions d'immigration, mais on a du mal à poser la question politique comme telle. Partout. On est soit sur des questions de sécurité extérieure, l'Europe qui protège face à la menace, mais là on n'est pas vraiment dans l'Europe en fait, on est dans une alliance d'États européens avec la Commission européenne, etc. Mais on est dans une logique d'alliance. On n'est pas dans une logique de constitution d'un corps politique européen à partir de ses citoyens. Exactement. Donc c'est ça la différence. La difficulté, c'est que tout ce que je dis, c'est dans tous les éléments, le budget, les fiscalités, tout ça, c'est dans l'air, c'est dans le débat. Mais c'est des actes constitutionnels, tu es d'accord que c'est... Oui, mais c'est pas conçu, c'est pas intégré dans une vision politique qui directement se fonde sur la démocratie européenne. Soit on est sur des logiques macroéconomiques, de dire il faut un budget européen pour des questions macroéconomiques d'équilibre, de stabilisation de la zone euro, etc. Soit pour dire il faut qu'on produise des biens, dans certains secteurs stratégiques, une autonomie stratégique. Et moi je suis d'accord, je suis pour qu'on ait des grands projets d'avions de combat du futur, de chars franco-allemands, etc. Mais là encore, c'est la logique des Airbus. Airbus de la batterie, Airbus de l'hydrogène, le char franco-allemand. Tout ceci est très bien. Mais ça reste une logique d'alliance entre États.
Donc, en fait, tu es d'accord qu'il faut encadrer tout cela, donc le service public européen, la citoyenneté, la démocratie à construire dans une recherche justement du politique dans l'Europe, et ça se passera par une constitution. Donc, tu es en faveur d'une constitution, d'un débat qu'on réanimera sur la nécessité d'une constitution européenne. Alors, oui et non. C'est qu'à mon sens, la constitution, peut-être que ça sera nécessaire d'un point de vue institutionnel, mais c'est pas tant un enjeu institutionnel d'ordre juridique ou d'institution que matériel. L'enjeu, c'est matériel. Et peut-être même que, alors j'ai pas de certitude, mais peut-être même qu'à traité constant, il n'est pas impossible qu'on puisse tout simplement inventer des impôts européens authentiquement européens et augmenter considérablement le budget européen. Donc, je veux dire, sans doute que ça passera par une réforme des traités ou un nouveau grand compromis. Sans doute que ça passera par un grand compromis peut-être avec un certain noyau dur d'États membres. Peut-être pas tous les États membres. Mais c'est pas, à mon sens, c'est mettre la charrue avant les bœufs. La question, c'est d'abord une question matérielle. C'est d'abord ça. Et c'est comment on reformule l'ensemble de ces problèmes à travers le prisme de la démocratie européenne. Qu'on arrive à dire, c'est pas qu'une question économique, c'est pas une question d'aléa moral, c'est pas une question de solidarité contre responsabilité économique, c'est d'abord une question d'exister nous en tant qu'Européens, en tant que citoyens européens. Et ça, je pense que les Allemands, y compris les Allemands, peuvent entendre cela, que c'est d'abord une question de démocratie. Écoute, on approche la fin de l'émission. Je rappelle, et ça me survient là parce qu'on parle de la citoyenneté et tout, mais il y a déjà Jean-Marc Ferry qui était à l'époque aussi pendant 2 ans ou je ne sais ministre de l'éducation, qui a écrit un livre aussi dans l'année 2000 qui s'appelle La question de l'État européen. Et oui, ça me semble intéressant qu'aujourd'hui, 23 ans après, on est toujours en train d'essayer de poser la question du politique dans l'Europe, de poser la question du service public de la citoyenneté, parce que tout ça, c'est quand même des mots, enfin des termes, un citoyen, le service public, qui sont rattachés à la question de l'État européen, comme Jean-Marc Ferry l'a déjà écrit en l'an 2000. Écoute, Nicolas, je te laisse le dernier mot, parce qu'on rapproche à la émission, mais je voudrais quand même déjà dire que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé, et je trouve qu'on est en train de creuser un sujet très, très, très intéressant qui vaut d'être creusé, alors qu'on a l'impression qu'on creuse un mur de béton, hein, n'est-ce pas ? Tout simplement, la grande difficulté, et qui a été aussi ma difficulté, quand on aborde la question européenne, c'est qu'on a tendance à le faire d'un point de vue institutionnel. Moi, j'ai fait du droit européen, ensuite j'ai enseigné les institutions européennes, et donc on a d'abord ce prisme institutionnel. Et on va essayer du coup de répondre aux problèmes par des réponses institutionnelles. Eh bien, en fait, je crois que d'abord, l'effort de pensée, l'effort intellectuel qu'on doit faire, c'est, entre guillemets, de désinstitutionnaliser notre regard. Essayer de regarder la substance, la matière, la réalité matérielle de la construction européenne. Et là, on verra d'autres choses. On verra qu'il y a une perte de pouvoir budgétaire, fiscal, que le bulletin de vote du citoyen, entre guillemets, se démonétise. Et que face à cette démonétisation, il est juste normal qu'il y ait des réactions politiques, qu'il y ait du mécontentement. Donc c'est d'abord ça, l'effort intellectuel qu'on doit faire. Bon, alors merci Nicolas Lérand. Je suis très content qu'on a contribué avec 45 minutes dans ce podcast à cet effort intellectuel. Je le trouve aussi impératif. Je le trouve impératif de le faire en franco-allemand. Si jamais, Nicolas Lérand, tu auras un autre ami, un autre chercheur qui est en train de penser sur cela, propose-nous-le. On voudrait bien l'avoir en français sur ce podcast. Je trouve que c'est un débat immanent. C'est un débat qu'on doit faire en tant que citoyens européens parce que je pense qu'on est tous d'accord qu'on n'a pas intérêt de laisser filer ce continent dans l'impuissance et dans la non-démocratie, et c'est déjà un peu à l'horizon. Donc, encore une fois, grand merci Nicolas pour ce podcast, et peut-être je peux t'avoir à la fin de l'année une deuxième fois, quand on rapprochera des Européennes, pour faire encore un peu le point sur justement la démocratie en Europe. Avec grand plaisir. Merci Ulrike. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Jam Europeană.
Európai polgár vagyok. Eu sou europeia. Jag är en medborgare i Europa. Ja sam Evropljanka. Yo soy ciudadana del continente europeo. Jestem Europejczykiem. Esu europietė. Sunt cetățean al Europei. Ja građanka Evrope. Ja Romadjanka Европы. Esu europietė. Moi, je suis un citoyen européen.